Bonsoir Pascal Cherki, merci d'être avec nous en direct. Vous faites partie de ceux qu'on appelle les frondeurs. Alors demain, retour en seconde lecture du projet de loi El Khomri. Le gouvernement pourrait dégainer le 49.3 très rapidement, dès demain, dit-on. Est-ce que vous et vos amis allez déposer une motion de censure de gauche ? Mais moi, je souhaite que le gouvernement ne dégaine pas le 49.3, monsieur Guillot, pour une raison qui est la suivante. C'est que je pense que ce serait une catastrophe, pas par rapport à nous. Notre existence politique n'est pas l'essentiel, mais par rapport au pays. Vous savez, dans la vie politique, il y a deux choses importantes. On peut parfois voir ce que l'on fait contester dans le contenu. C'est ce qui se passe actuellement. Politique, les gens ont le sentiment de ne pas retrouver ce pourquoi ils ont voté. Mais il y a pire que ça. Il y a quand votre légitimité à agir est remise en cause. C'est-à-dire que finalement, ce qu'on vous reproche à ce moment-là, c'est qu'on vous dit que vous n'êtes pas légitime pour agir. Or, je pense que s'ils refont un 49.3, le président de la République et le Premier ministre briseront tout lien de légitimité qui les relie encore au peuple français. Il y a de fortes chances qu'il le dégaine. Est-ce que vous ou pas, vous allez déposer une motion de censure ? Je termine parce que c'est important de comprendre notre état d'esprit. Je vais vous répondre à votre question. Et donc, dans cette situation, se retrouver dans la position de Monsieur Veto, pas de Madame Veto, mais Monsieur Veto, aurait des conséquences politiques dramatiques. D'autant plus que nous sommes dans une situation en Europe où les forces réactionnaires progressent. Et je pense que la France a un rôle important à jouer. Donc, on ne peut pas se comporter de la sorte. Alors après, pour éviter le 49.3, il faut que le gouvernement accepte de faire un compromis. Je dis cela parce qu'aujourd'hui, avec notre collègue Olivier Faure, nous sommes plus de 100 parlementaires socialistes à avoir déposé un amendement. Oui. Qui dit quoi ? On va y revenir, si vous voulez. Sur les heures supplémentaires. Et pas que, oui, sur les heures supplémentaires, en touchant l'article 2. Le sacro-saint tabou. Parce que depuis le début, on nous explique qu'on peut discuter de tout, sauf de l'article 2. Or, nous, on dit qu'il faut discuter de tout, dont l'article 2. Mais Manuel Valls dit, ce soir, il vous a répondu, il y a des avancées, reconnaissez-les. Compromis ne veut pas dire renoncement. Mais je suis bien d'accord, moi je reconnais qu'il y a eu des avancées, mais il n'y a pas un compromis pour l'instant. Donc si on veut qu'il y ait un compromis, il faut qu'on touche à ce qui est le cœur de la discorde aujourd'hui. Il y a plusieurs points qui posent problème dans la loi, mais le cœur de la discorde, c'est l'article 2. Mais il ne touchera pas. Manuel Valls a dit répéter François Hollande aussi. Je souhaite que les députés socialistes s'expriment là-dessus. Car après tout, Manuel Valls dit des choses, mais si les députés en décident autrement, c'est eux qui ont le dernier mot. Voilà. Alors après, c'est pas la même question pour le Premier ministre s'il va contre la décision de son propre groupe politique. Là, on franchit un pas supplémentaire dans la crise, que je ne souhaite pas. Mais donc, monsieur, s'il y a un 49.3, c'est un constat d'échec politique très lourd de la part du gouvernement, et nous avons toujours été déterminés à faire respecter les droits des parlementaires. Donc il y aura motion de censure de gauche. Donc il y aura, oui, c'est possible, mais je ne le souhaite pas. Voilà. Manuel Valls se dit l'héritier de Michel Rocard et un peu orphelin après sa disparition. Michel Rocard, c'était l'art de discuter. À vous entendre, on a l'impression que c'est pas vraiment le cas avec Manuel Valls. Le 49.3, c'est cause toujours. Ça, c'est généralement quand c'est à la fin d'un débat parlementaire. Quand c'est au début d'un débat parlementaire, c'est ferme ta gueule. Bon, je ne suis pas sûr que ce soit l'éthique de conviction et de politique qui ait porté Michel Rocard. Après, moi, j'aime pas faire parler les morts. Nous sommes dans le moment du deuil. Moi, je m'associe à cela. Michel Rocard fait partie de mon histoire politique. C'était une des figures de référence avec François Mitterrand qui a déterminé à m'engager dans le combat socialiste. J'ai pas été d'accord loin de là avec toutes les positions qu'il a prises, mais je lui reconnaissais une rigueur dans la volonté de conduire le débat, et donc qui faisait que c'était une des figures politiques qui a contribué à faire vivre l'idée socialiste. Sur le fond, il y a eu plus de 1000 amendements déposés avant le retour de la loi travail demain à l'Assemblée. C'est quoi le compromis possible pour vous pour sortir de cette crise ? Premier élément, l'article 2 ne peut pas rester en l'état. Il ne peut pas rester en l'état. Je veux dire, moi je l'ai dit, comme député socialiste, je ne pourrais pas voter une loi qui, à un moment donné, fait reculer le pouvoir d'achat des salariés. Or, cette affaire des heures supplémentaires n'est pas mineure, parce que c'est une question cardinale. Or, moi j'ai combattu le travailler plus pour gagner plus de Nicolas Sarkozy, c'est pas pour inventer le travailler plus pour gagner moins de Manuel Valls et de François Hollande. L'avancée sur la branche plutôt que l'entreprise, il faut annoncée bouger la semaine là-dessus, dernière. et il faut que les heures supplémentaires, il faut qu'à tout le moins, la loi actuelle soit préservée. C'est-à-dire, sauf pour les branches qui en auraient décidé autrement, mais elles sont minoritaires, les 8 premières heures supplémentaires doivent être payées à 25%, et les suivantes à 50%. Et non à 10%. Que ce soit décidé par la branche ou qu'on renvoie ça à l'entreprise. Il faut mettre un verrou qui évite de la perte de pouvoir d'achat. Ça, c'est la première chose. Je pense que toucher l'article 2 est l'élément qui permettra de faire évoluer les choses. Après, il y a d'autres questions
sur la médecine du travail, le licenciement économique, les accords dits offensifs, mais sur la base desquels je pense qu'un débat parlementaire normal permettrait de faire bouger le curseur. Aujourd'hui, ce qui bloque, c'est l'article 2. L'autre actualité, c'est l'annulation de l'université d'été du PS pour des raisons de sécurité. Notre-Dame-des-Landes, les permanences qui ont été saccagées depuis plusieurs mois du Parti socialiste. Une décision sage d'Emmanuel Valls. Et vous, comme Christian Paul, vous dites que le PS a l'art de transformer l'or en plomb. Oui, les éléments factuels qui ont pu conduire le Parti socialiste à renoncer à cette université, je ne les conteste pas. C'est sûr que quand vous êtes à proximité de Notre-Dame-des-Landes et que le gouvernement a annoncé qu'il allait évacuer par la force le campement de Notre-Dame-des-Landes, vous pouvez penser qu'il va y avoir un barreau d'honneur assez musclé de la part des partisans de Notre-Dame-des-Landes. Donc on peut comprendre. Mais ce que ça révèle, c'est quoi? Parce que là, il y a une annulation de l'université d'été. Il y a le fait aussi que le grand rassemblement de la belle alliance populaire de Jean-Christophe Cambadélis et de ses associés n'a pas réuni beaucoup de monde, quelques centaines de personnes à peine à Paris samedi. Et surtout, moi je vois le gouvernement, j'ai vu des images saisissantes d'un Premier ministre qui à Montpellier, lors de l'inauguration du tramway, a été pris à partie verbalement, mais par des centaines de personnes qui étaient venues, pas par un ou deux individus comme c'est arrivé à Stéphane Le Foll. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a une telle distance, un tel fossé qui s'est creusé entre le pouvoir exécutif et ceux qui apparaissent comme étant la courroie de transmission de celui-ci, c'est-à-dire la direction du Parti socialiste, qu'aujourd'hui ça nous pose des problèmes. Donc c'est une réflexion collective que doivent avoir tous les socialistes. Et nous, on a commencé à en débattre au Bureau national, mais il faut que le Parti socialiste se remette au cœur de son électorat, ce qu'il n'est pas actuellement. Ça pose des problèmes, après, moi je des pense que questions beaucoup aussi. de militants sont tristes ce soir de voir que leur université est annulée. C'est un moment à la fois convivial et de réflexion politique collective qui va nous manquer. Et ça va coûter de l'argent, au moins 100 000 euros au parti. Oui, cette question-là, elle compte, mais elle est secondaire par rapport aux questions politiques qui nous sont posées. Une dernière question, les primaires à gauche, est-ce que François Hollande doit se présenter? C'est à lui qu'il faut poser la question, cher monsieur. Et vous, Bon. vous en pensez quoi? De toute manière, s'il ne se présente pas aux primaires, ça veut dire qu'il n'ira pas, il sera pas candidat à l'élection présidentielle. Bon, parce que c'est ce qu'on a toujours dit, celui qui va être candidat à l'élection présidentielle doit au moins gagner les primaires. Bon, ça me paraît évident. Après, s'il ne se présente pas aux primaires, ça veut dire qu'on va discuter contre son bilan. Bon, et de l'alternative possible, éventuelle. Nous avons dit une chose qui est la suivante, c'est que à partir du moment où on fixe les règles du jeu et que le jeu et la compétition est loyale, nous en respecterons le résultat quel qu'il soit. Voilà. Merci Pascal Cherki d'avoir été notre invité ce soir dans Europe Nuit. On retiendra que vous n'excluez pas une motion de censure de gauche si le Je gouvernement... n'exclus pas un compromis non plus, je le souhaite. Si le C'est ça le gouvernement plus important. déclenche le 49.3 pour faire passer la loi travail. Merci Pascal Cherki.